sommes en décembre 2019. L'homme que vous voyez à l'écran monte sur scène à Oslo, en Norvège, pour recevoir le prix Nobel de la paix. Devant les caméras du monde entier, il prononce ces mots, je cite: « La guerre est l'incarnation de l'enfer pour tous ceux qui y participent. » Cet homme, c'est Abiy Ahmed, le premier ministre d'Éthiopie. 11 mois après avoir prononcé cette phrase, ce même homme lance une guerre contre sa propre population, et pas n'importe quelle guerre. Une guerre avec des massacres de civils documentés par Amnesty International, des viols systématiques avec plus de 500 cas recensés par l'ONU dans seulement 5 cliniques. Une famine qui va toucher 9,4 millions de personnes selon le Programme alimentaire mondial, et un bilan qui dépasse l'endettement, jusqu'à 600 000 morts selon l'envoyé de l'Union africaine, avec des estimations qui montent jusqu'à 800 000. En comptant la famine et l'effondrement du système de santé. C'est plus que toute la population du Cap-Vert. Un pays entier effacé en 24 mois. Et pendant que tout ça se passait, le monde entier regardait ailleurs comme souvent. Et figurez-vous les amis que ce n'est même pas tout. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, cet homme est au centre d'une poudrière régionale qui pourrait embraser toute la corne de l'Afrique. Un accord controversé avec le Somaliland qui a mis la Somalie en furie. Un barrage sur le Nil qui menace directement l'Égypte. Des troupes égyptiennes déployées en Somalie en réponse, et une crise ouverte avec l'Érythrée, son ancien allié, le même avec qui il avait signé cette fameuse paix qui lui avait même valu, les amis, le prix Nobel de la paix. Alors comment un prix Nobel de la paix se retrouve aujourd'hui accusé de crimes contre l'humanité? C'est extraordinaire. Comment un homme célébré par la planète entière en 2019 est devenu aujourd'hui une menace pour toute une région? Et surtout, pourquoi est-ce que personne dans l'espace francophone n'en parle vraiment? Installez-vous confortablement les amis, parce qu'au-delà des réponses aux questions précédentes, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes risque de vous surprendre. En 1976, dans un petit village appelé Berchacha, au cœur de la région d'Oromia en Éthiopie, un garçon naît dans une famille modeste. Son père est paysan, sa mère est une chrétienne amara, originaire de Bourayo. Et dans ce village, il n'y a ni eau courante ni électricité. Absolument rien ne prédestine cet enfant à diriger un jour la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique. Et pourtant, très jeune, Abiy Ahmed rejoint l'armée éthiopienne et participe à la guerre contre le Derg, la junte militaire qui écrase le pays depuis 1974. Il gravit les échelons jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Mais Abiy n'est pas qu'un soldat. En parallèle de sa carrière militaire, il poursuit ses études en informatique et en administration. Et en 2007, il prend la tête de l'INSA, l'Agence nationale éthiopienne de cybercriminalité et de renseignement, un poste que très peu de gens connaissent, mais qui lui donne, les amis, accès à tous les secrets du pouvoir et à tous les mécanismes de surveillance de l'État éthiopien. Et c'est là qu'il faut s'arrêter une seconde, parce que quand un homme contrôle à la fois l'armée et le renseignement d'un pays, il ne lui manque plus qu'une seule chose pour avoir le pouvoir total: le titre. Et ce titre, il va finir par l'obtenir. En 2010, Abiy quitte l'INSA et rejoint l'Organisation démocratique du peuple Oromo, un des partis membres de la coalition au pouvoir. La même année, il est élu député fédéral. Et le 2 avril 2018, à seulement 41 ans, il est nommé Premier ministre d'Éthiopie, après la démission surprise de son prédécesseur. Et ce qui rend ce moment historique, c'est qu'Abiy Ahmed devient le tout premier Oromo à occuper ce poste. Les Oromo, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le groupe ethnique le plus important d'Éthiopie. Plus de 35 millions de personnes, jamais représentées au sommet du pouvoir jusqu'à ce jour-là. Et dès son arrivée aux affaires, la mayonnaise prend immédiatement. En quelques semaines, Abiy
Ahmed libère des milliers de prisonniers politiques. Il lève la censure sur les médias. Il autorise le retour d'opposants qui vivaient en exil depuis des années. Il nomme même les amis des femmes à des postes ministériels clés. Et il cesse d'utiliser les lois antiterroristes pour emprisonner les journalistes et les dissidents. Le journal Le Monde écrit qu'à ses débuts, Abiy ouvre les vannes de la libération, libère des centaines de détenus politiques et fait cesser la répression. En juillet 2018, il pose l'acte qui va tout changer. Il signe un accord de paix avec l'Érythrée voisine et met fin à 20 ans d'état de guerre entre les deux pays. 20 ans, 2 décennies de tensions, de méfiance et de frontières fermées, résolues en quelques mois par un homme, un seul arrivé au pouvoir. 3 mois plus tôt, les amis, le monde entier applaudit. Et l'Afrique célèbre. Les médias internationaux le comparent à Mandela. Les chancelleries occidentales le présentent comme le visage d'une nouvelle Afrique. Et en octobre 2019, le comité Nobel lui décerne le prix Nobel de la paix, en saluant son rôle d'artisan de la réconciliation. À ce moment-là, Abiy Ahmed est au sommet. Il incarne l'espoir de tout un continent et les Éthiopiens eux-mêmes osent croire que leur pays est enfin en train de tourner la page. Mais souvenez-vous de sa phrase au Nobel. La guerre est l'incarnation de l'enfer. L'homme qui a prononcé ces mots devant le monde entier s'apprêtait à en devenir l'architecte. Et ce qui va suivre, personne sur cette planète n'avait vu venir cela. Pendant que Abiy Ahmed recevait les applaudissements du monde entier, son pays brûlait déjà de l'intérieur, les amis. Et ça, quasiment personne n'en parlait. Dès 2018, en Oromia, qui est quand même sa propre région d'origine, les combats entre l'armée fédérale et l'OLA, l'armée de libération Oromo, un groupe armé rebelle qui conteste le pouvoir central, font des ravages. Amnesty International documente entre 2018 et 2019 ce qu'elle qualifie de violation atroce des droits humains commises par les forces gouvernementales, des maisons incendiées, des exécutions extrajudiciaires, des viols de femmes en masse. Tout ça au moment même où le gouvernement parle de libéralisation politique devant les caméras. Et dans la région Amhara, la même année 2019, les milices locales attaquent la minorité qui ment, tuant des dizaines de personnes et brûlant des villages entiers, sans réaction du gouvernement fédéral. Mais ce sont les événements de cette même année 2019 qui vont véritablement faire basculer le pays. Abiy Ahmed prend une décision radicale. Il dissout le PRDF, la coalition de 4 partis ethniques qui gouvernent l'Éthiopie depuis 1991, et la remplace par un parti unique qu'il appelle le Parti de la Prospérité. Tous les partis membres rejoignent le mouvement, tous sauf un, le TPLF, le Front populaire de libération du Tigré, dirigé par Debretsion, un ancien maître espion qui connaît les rouages du pouvoir éthiopien mieux que quiconque. Ce même TPLF qui a dominé la politique du pays pendant près de 30 ans avant l'arrivée d'Abiy Ahmed. Et à partir de là, la mécanique s'emballe. Le gouvernement fédéral considère le TPLF comme une menace directe. Le TPLF, lui, considère Abiy comme un tyran en devenir qui veut concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. En septembre 2020, la région du Tigré organise ses propres élections régionales en défiance totale avec Addis Abeba. Le gouvernement fédéral les déclare illégales et le TPLF est qualifié d'organisation terroriste. 4 novembre 2020, Abiy Ahmed lance ce qu'il appelle une opération de maintien de l'ordre contre les autorités du Tigré. Une opération de maintien de l'ordre. Retenez bien ces mots, les amis, s'il vous plaît, parce que cette opération va durer 2 ans et va faire, selon l'envoyé de l'Union africaine,
Ologousson jusqu'à 600 000 morts. D'autres estimations, notamment celle de l'université de Gand en Belgique, avancent un chiffre qui pourrait atteindre 800 000 en incluant les victimes de la famine et du manque de soins. Et là, les amis, je veux que vous réalisiez ce que ce chiffre représente. C'est comme si on prenait toute la population d'un pays comme les Comores et qu'on la rayait de la carte totalement en 24 mois. Je dis 24 mois. Pour mener cette guerre, Abiy rassemble absolument toutes les forces disponibles. L'armée fédérale éthiopienne, les forces spéciales de la région Amhara et secrètement les troupes d'Isaias Afwerki, le président de l'Érythrée. Oui, celui-là même avec qui il venait de signer la paix. Cette paix qui lui avait valu le prix Nobel. Il s'en sert maintenant pour faire la guerre à son propre peuple. L'ironie est totale et ce qui se passe ensuite au Tigré, c'est documenté par toutes les grandes organisations internationales. On ne parle pas de rumeurs ici, on parle de rapports officiels. Amnesty International rapporte que les troupes érythréennes ont systématiquement massacré des centaines de civils non armés dans la ville sainte d'Atsum. Fin novembre 2020, Human Rights Watch et Amnesty concluent ensemble que les forces spéciales Amhara, avec la complicité de l'armée fédérale, ont mené ce qu'elles appellent une campagne implacable de nettoyage ethnique pour chasser de chez eux les Tigréens du Tigré occidental, avec des exécutions illégales, des viols, des détentions arbitraires et des pillages systématiques. Les deux organisations qualifient ces actes de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et pendant que les massacres se poursuivent, le gouvernement coupe l'accès humanitaire à toute la région. On empêche les journalistes d'entrer. On bloque les convois de nourriture. On isole 6 millions de personnes du reste du monde. À l'été 2021, plus de 350 000 personnes sont déjà en situation de famine absolue. L'Organisation mondiale de la santé parle de 90% de la population du Tigré qui a besoin d'aide alimentaire et de 30% d'enfants souffrant de malnutrition sévère. Au total, le Programme alimentaire mondial estime que 9,4 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire et l'ONU recense plus de 500 cas de viol dans seulement 5 cliniques. 5 cliniques, les amis. Imaginez ce que ça donne à l'échelle de toute la région. Quand on sait que la majorité des victimes n'ont même pas accès à un centre de santé. Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez vu un seul bandeau d'urgence sur vos écrans de télévision pour cette guerre-là? Est-ce que vous avez vu la même mobilisation internationale que pour l'Ukraine ou pour Gaza? Moi, je ne l'ai pas vu. Il a fallu que je cherche. Et c'est peut-être ça le plus révoltant dans toute cette histoire. En mai 2022, 18 journalistes et youtubeurs sont interpellés rien qu'à Addis Abeba. Et plus de 4500 personnes sont arrêtées en quelques mois dans la région Amhara. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies estimait à plus de 500 000 le nombre de morts au moment du cessez-le-feu de novembre 2022. Les estimations les plus élevées montent jusqu'à 800 000, ce qui ferait de cette guerre l'une des plus meurtrières du 21e siècle. Plus de 2 millions de personnes déplacées, les amis. Des centaines de milliers de réfugiés entassés dans des camps au Soudan voisin. Sans médicaments, sans nourriture suffisante, sans avenir. En novembre 2022, un cessez-le-feu est finalement signé à Pretoria, en Afrique du Sud. La guerre du Tigré s'arrête officiellement. Les armes se taisent, du moins en apparence, parce que en 2023, un nouveau conflit éclate dans la région Amhara. Les milices nationales Fano se soulèvent contre le pouvoir central et la réponse d'Addis Abeba est encore une fois massive. Mais ce qui se passe depuis ce cessez-le-feu dépasse largement les frontières de l'Éthiopie. Et c'est peut-être la partie la plus inquiétante de toute cette histoire.
Depuis la fin de la guerre du Tigré, Abiy Ahmed n'a pas relâché la pression, il l'a redistribuée. À l'intérieur du pays, le contrôle se resserre, chaque jour un peu plus. Human Rights Watch documente en 2025, je cite, un gouvernement qui muselle les médias indépendants, qui utilise une nouvelle loi contre la désinformation pour poursuivre les journalistes et qui centralise tous les organes de régulation sous l'autorité directe du Premier ministre. Et Abiy Ahmed lui-même a déclaré en juin 2025, je le cite, qu'il n'existe pas de médias véritablement indépendants nulle part dans le monde. Ce sont ses mots. Quand un chef d'État dit cela publiquement, les amis, c'est qu'il a déjà quelque part décidé du sort de la presse libre dans son pays. Son image est partout dans les médias d'État, sur les réseaux sociaux liés au gouvernement. Dans la rue, les chercheurs décrivent un culte de la personnalité grandissant. Un style de leader charismatique, voire populiste, qui mélange langage religieux puisqu'il est pentecôtiste et communication numérique pour consolider sa base. Les analystes résument sa méthode en 2 mots, négocier et surveiller. Une main tendue devant les caméras, un poing fermé derrière. Mais ce qui est vraiment préoccupant aujourd'hui, c'est que la menace dépasse largement les frontières de l'Éthiopie. En janvier 2024, Abiy Ahmed signe un accord avec la Somaliland, cette région qui s'est autoproclamée indépendante de la Somalie, pour obtenir un accès à la mer. Parce que l'Éthiopie, il faut le savoir, c'est près de 130 millions d'habitants enfermés dans un pays sans aucune façade maritime. Et cet accord met la Somalie en furie. Hassan Sheikh, le président somalien, considère le Somaliland comme une partie intégrante de son territoire et voit dans cet accord une agression directe contre la souveraineté de son pays. Et la réaction en chaîne ne se fait pas attendre. En août 2024, l'Égypte du président Abdel Fattah al-Sisi, qui est déjà en conflit ouvert avec l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance, ce méga barrage sur le Nil que l'Éthiopie construit et que l'Égypte perçoit comme une menace existentielle pour son approvisionnement en eau, envoie des troupes et des armes en Somalie, directement contre les intérêts d'Abiy Ahmed. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ancien allié finit par se retourner lui aussi. Dès 2023, les tensions avec l'Érythrée explosent. Abiy déclare publiquement que l'accès à la mer Rouge est une question existentielle pour l'Éthiopie. Une déclaration perçue par Asmara comme une menace directe. Les relations entre les deux pays, déjà fragilisées par le rôle controversé de l'Érythrée dans la guerre du Tigré et son refus de retirer ses troupes après le cessez-le-feu, se dégradent rapidement. Et en février 2026, le ministre éthiopien des Affaires étrangères écrit officiellement à l'ONU pour accuser l'Érythrée d'Azaïs Afwerki d'incursion militaire en territoire éthiopien. La lettre parle, je cite, d'un véritable acte d'agression. La paix signée en 2018, celle-là même qui avait justifié le prix le plus prestigieux du monde, n'aura tenu que quelques années. Donc, récapitulons les amis. Le Nobel de la paix 2019 se retrouve en 2026 en conflit ouvert ou en tension simultanée avec le Tigré, l'Oromia, l'Amhara, l'Érythrée, la Somalie et l'Égypte. 6 fronts pour un seul homme et une région entière, la Corne de l'Afrique et ses voisins directs. Plus de 300 millions d'habitants retient son souffle. Alors, est-ce que Abiy est l'homme le plus dangereux d'Afrique? Posons les choses froidement. Un prix Nobel de la paix à la tête d'une guerre qui a fait jusqu'à 600 000 morts selon l'envoyé de l'Union africaine et potentiellement 800 000 morts selon les chercheurs. Un réformateur célébré par le monde entier qui est devenu le visage de la répression médiatique dans son propre pays. Un artisan de la paix dont l'ancien allié bombarde désormais son territoire. Et un dirigeant qui accumule les tensions régionales au point de menacer la stabilité de toute une zone géographique. En même temps, et c'est important de le dire, le TPLF
a lui aussi commis des exactions documentées pendant ce conflit. La situation ethnique en Éthiopie est d'une complexité que très peu de gens en dehors du pays peuvent réellement comprendre. Et chacun a sa propre version de l'histoire. Ce qui est absolument certain, c'est que pendant 2 ans, la communauté internationale a détourné le regard. Des centaines de milliers de personnes sont mortes dans un silence presque total. Et ce silence-là, il continue encore aujourd'hui. Dans l'espace francophone, quasiment personne ne traite de ce sujet en profondeur. On connaît Abiy Ahmed par son Nobel. On ignore ce qui s'est passé après. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe, les amis. Pour que vous ayez les faits. Pour que vous puissiez juger par vous-même. Alors, votre réponse à la question du titre, je la veux en commentaire. Parce que ce genre de sujet, quand il reste enfermé dans des rapports de 300 pages que personne ne lit, il meurt dans l'indifférence. Mais quand des milliers de personnes en parlent, quand ça circule, quand ça fait débat, là, quelque chose commence à bouger. Alors, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui doit voir ça. Quelqu'un qui doit savoir ce qui se passe. Parce que le plus dangereux dans cette histoire, ce n'est peut-être pas Abiy Ahmed, c'est le silence qui entoure ce qui se passe.